Non, je pense que l'engagement est complet et que d'ailleurs, on le voit par un signal intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'appel téléphonique entre Poutine et Macron. C'est-à-dire que les deux présidents maintenant s'entendent, je pense, assez bien et qu'ils sont sur la même longueur d'onde et que le soutien de la France est total. Et il y a toujours cette question en arrière-fond, est-ce qu'il faut livrer aujourd'hui des avions aux Ukrainiens et dans ce cas-là, enfin, ça induit plein d'autres interrogations. Ces avions, à quoi pourraient-ils servir? Il y a plusieurs utilisations possibles. Tout à fait. Donc, les avions, fonction du type d'avion que l'on va livrer, peut aider à réaliser une mission particulière. Les avions, c'est utile pour quoi? C'est utile pour la reconnaissance, mais il semblerait qu'ils n'en aient pas plus besoin que ça. C'est utile pour la défense aérienne qui peut vous permettre d'éviter une intrusion sur votre territoire, ou défense aérienne qui peut vous permettre également d'obtenir la supériorité aérienne sur une zone contestée donnée, qui va vous permettre d'envoyer d'autres types d'avions, ou les mêmes avions mais équipés différemment, pour appuyer des troupes au sol, et donc pouvoir mixer troupes au sol, armes aériennes, et l'Occident l'a montré, on va dire depuis 60 ans, quand on fait ça, c'est très efficace et ça a beaucoup d'impact sur le théâtre. Et ensuite, supposons que ce soit décidé, il y a tout l'acheminement qui est compliqué. Oui, alors il y a différentes étapes. Si c'est décidé, imaginons si ce soir on entend qu'il y a une annonce dans cette hypothèse-là, dans un premier temps, il faut former le personnel. Donc l'avion de chasse, c'est peut-être un des systèmes les plus complexes qu'on peut amener sur un champ de bataille. Et c'est pas pour rien. Par exemple, si on regarde l'armée de l'air française, vous avez pour environ 200 avions de combat, 40 000 personnes derrière en soutien. Oui, il y a le pilote de chasse. On parle beaucoup de la formation du pilote. Mais le pilote, il ne sait pas préparer de la munition, il ne sait pas forcément faire le plein. Il me fallait plus d'une demi-heure avec la checklist pour réussir à faire le plein du Rafale, c'est compliqué. Donc c'est des métiers, ça s'apprend. Donc formation du pilote, formation tactique, formation utilisation... Combien de temps ça prend pour former des pilotes? Puisque les Anglais ont commencé et vont continuer à le faire pour 20 000... Donc oui, non, en fait ça dépend du niveau du pilote. Si on doit faire un parallèle, je sais pas, peut-être avec la cuisine, dites-vous que le combat aérien, c'est un peu le concours Top Chef. Il y en a qu'un seul qui va gagner à chaque fois. Et donc, vous pouvez prendre un cuisinier, mais l'amener à gagner Top Chef, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Ça dépend du niveau initial. Donc, soit vous avez un pilote qui a déjà une expérience du combat, par exemple sur MiG-29 ukrainien, et là, en l'espace de... Je pense qu'ils ont pris un petit peu d'avance au simulateur. De quelques semaines, on peut en faire quelque chose dans une mission de défense aérienne. Ensuite, derrière, si on prend un pilote qui n'a pas pu connaître le combat ou qui n'a pas pu s'entraîner depuis plus d'un an à cause de l'invasion, eh bien dans ce cas-là, on est plutôt sur plusieurs mois. Et si on veut former la relève derrière, parce qu'il faut anticiper, on va avoir du mal à faire en moins de 1 an. Et quand je disais que l'acheminement était compliqué, le pays dont on les fait partir aussi est important, parce que Vladimir Poutine pourra en faire la lecture qu'il veut. Si ça part d'un pays de l'OTAN, par exemple, on imagine quelle pourrait être sa réponse. Il pourrait dire, bon ben voilà, maintenant vous vous engagez dans la guerre. Oui, je pense que c'est... Alors, il y a différentes possibilités. J'avais un petit peu, au début de la guerre, étudié la carte, justement, la géographie, par où est-ce qu'on pourrait passer pour pas être détecté. Pour ne pas être détecté, le mieux, c'est de voler à très basse altitude. Si on passe, par exemple, par le sud de l'Ukraine, il y a un peu de relief. Honnêtement, on peut, je pense, réussir à introduire des avions en vol très basse altitude de manière pas trop détectée. Mais dans la mesure où des chars sont bien livrés, là, après, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Oui, et quelle est la réponse du Kremlin, Elsa, face à ces livraisons d'avions Il y a deux réponses. Il y a une réponse très, je dirais, spectaculaire qui consiste à dire on va brûler tous vos chars, vous allez voir, on va vous anéantir. Pour l'instant, nous retenons nos chevaux et nous sommes dans une forme de volonté de vous épargner. Ne livrez pas ces armes. La réalité, généralement, parmi les blogueurs assez proches des milieux défense, c'est que on discute quand même de la supériorité technique de ces armements et avec inquiétude du côté russe, puisqu'ils connaissent quand même la supériorité, encore une fois, des chars et des blindés occidentaux. Donc, on a cette opposition assez habituelle, ce visage de Janus, une posture très forte et une réalité qui connaît quand même les difficultés à venir. Voilà, donc encore une fois, moi je tiens à rappeler qu'en la matière de ligne rouge, je pense que ni les Russes à l'heure actuelle, ni les pays membres de l'OTAN ne sont prêts à prendre le risque d'entrer dans une confrontation directe. On l'aurait vu avant. Et donc pour le moment, chacun est désireux de faire en sorte que cette guerre se limite au territoire ukrainien, même si effectivement on a toute raison de craindre des dérapages et une escalade. Mais je pense et encore les forces militaires à l'heure actuelle s'emploient à limiter la guerre à l'Ukraine. Et c'est aussi probablement les garanties que nous demandons petit à petit aux Ukrainiens en leur livrant ce matériel, c'est d'être confortés dans nos demandes que ce matériel ne soit pas utilisé à l'intérieur du territoire russe,
ni sur des cibles civiles russes. Et pour l'instant, les Ukrainiens ont respecté ces demandes. Comment évaluez-vous le rapport de force aujourd'hui, Michel? Parce que Volodymyr Zelensky dit que ça stagne. Quel est l'état de l'armée ukrainienne? Est-ce qu'ils sont capables de faire une offensive de printemps? Alors oui, Zelensky parle même de situations difficiles. C'est-à-dire qu'on assiste actuellement à l'offensive russe qu'on attend. En fait, elle a lieu maintenant. C'est-à-dire que les Russes sont en train de recommencer l'offensive dans le Donbass qu'ils ont arrêté au mois de juillet. Ils l'ont arrêté parce que les Ukrainiens étaient dans une phase supérieure à ce moment-là. L'armée russe était épuisée. La mobilisation russe a porté ses fruits. Incontestablement. Et il y a eu tout un tas de réorganisations. Les Russes ont réussi, en partie grâce à ça, à stopper les Ukrainiens, plus la météo, etc. Et donc, il y a une phase défensive. Et maintenant, il y a plus de 300 000 hommes, 300 000 Russes en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont doublé leur contingent en Ukraine, et avec ça, ils recommencent. Ils ne peuvent pas faire des grandes opérations très sophistiquées. Ils ne peuvent pas reproduire l'offensive sur Kiev, ils n'ont pas les moyens, mais ils peuvent reproduire à nouveau l'attaque sur le Donbass. Et donc, on voit très bien, quand on regarde les opérations, qu'elles se dirigent vers Kramatorsk et vers Sloviansk, comme point lointain. Et donc, on recommence ce qu'on a fait durant tout le mois d'avril, mai, juin. Et donc, ça attaque de partout, ça grignote petit à petit. Du côté de Bakhmout, la situation est compliquée pour les Ukrainiens. La ville commence à être petit à petit encerclée. Et on peut même commencer à se demander s'il ne faut pas l'évacuer, par exemple. Et donc, voilà, donc on est reparti sur une guerre de position très lente, très méthodique, très coûteuse de part et d'autre. Et la question que moi je me pose, c'est quel est l'état réel de l'armée ukrainienne, en fait. Et alors? Je ne sais pas. C'est-à-dire que est-ce qu'on se trouve dans une situation où cette armée ne peut pas faire autre chose que continuer à se défendre, à résister, à tenir le terrain? Sachant qu'on s'est posé plusieurs fois cette question. Exactement. Ou est-ce qu'ils préparent quelque chose? Donc là, on est un peu dans la situation de l'été, juillet, août. On se demandait, voilà, le front bouge plus beaucoup, c'est très violent, il y a des combats, mais ça avance plus beaucoup. Si on regarde la carte, ça avance pas beaucoup. Et puis, au mois de septembre, d'un seul coup, on a une offensive ukrainienne dans la province de Kharkiv, puis du côté de Kherson. Alors, est-ce qu'on est sur ce scénario? Est-ce que les Ukrainiens préparent quelque chose? Ou est-ce qu'ils sont réellement en difficulté et ils ont besoin, dans ce cas-là, de se régénérer par une nouvelle mobilisation interne, eux aussi, et l'absorption de matériel occidental, auquel cas, il faudra attendre quelques mois pour qu'ils puissent retrouver à nouveau aussi des capacités offensives. Ça peut expliquer aussi le déplacement de Volodymyr Zelensky. Rebonsoir Boris Karlamov, vous êtes à Orly, arrivée imminente, on le dit depuis environ 3 heures. Là maintenant je pense que ça commence à être vrai. Oui, Aurélie, c'est bien plus qu'imminent puisque l'avion du président ukrainien est attendu ici à 21h27 sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Toute première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, et bien que le président Volodymyr Zelensky va s'entretenir avec le président Emmanuel Macron au sein même du Palais de l'Élysée, puisqu'il est attendu au Palais de l'Élysée tout de suite après son arrivée ici. Au programme, alors, il y aura une déclaration à la presse. Il y aura également un dîner en son honneur, dîner auquel participera également le chancelier allemand Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky qui arrive donc en France dans quelques minutes. Il sera accueilli ici au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly, accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui est pas très loin de ce pavillon. Il est en approche, son cortège est en approche de l'endroit où l'on se trouve ce soir. Et il y aura également l'ambassadeur ukrainien en France, monsieur Omelchenko. Et puis il y aura la garde républicaine. Vous voyez que tout est prêt ici à Orly. La garde républicaine, elle est justement en train de s'installer juste derrière moi. Le tapis rouge a été installé. Arrivée imminente du président Volodymyr Zelensky qui ensuite demain achèvera cette tournée européenne puisqu'il se rendra à Bruxelles pour un sommet européen. Arrivée imminente, vous nous dites 21h27, on voit la garde républicaine. Vous restez avec nous, Boris Karlamov, avec Médéric Soltani, on garde bien votre image. Ulysse Gosset, Volodymyr Zelensky va arriver et après? D'abord, il arrive et c'est important parce qu'il est accueilli par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qu'il connaît puisqu'ils se sont vus plusieurs fois et le ministre français est allé à Kiev pour justement rencontrer les Ukrainiens, son homologue de la Défense et aussi le président Zelensky. Donc c'est un accueil important et
accueilli par un ministre des Armées, ça dit bien ce dont on va parler ce soir à l'Élysée, de la guerre, des armes Avait-on un doute ? et de la shopping list, entre guillemets, la liste des armements dont Zelensky veut parler avec le chancelier allemand et le président français. Et après, eh bien, le cortège va se diriger directement vers l'Élysée, sans autre escale, pas d'arrêt par exemple à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Un premier entretien assez bref avec le président français et le chancelier allemand, et ensuite une déclaration de chacun des trois chefs d'État présents ce soir, et puis ensuite un dîner à trois où ils vont évidemment parler de façon très libre de tous ces sujets. Encore une fois, Macron et Zelensky se connaissent plutôt bien. Ils se sont parlé avant la guerre, ils se sont parlé au moment des négociations des accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés, ils se sont parlé quelques jours seulement avant l'intervention, après que Emmanuel Macron se soit rendu à Moscou. Ils se sont retrouvés à Kiev, cette fois avec le chancelier allemand, en pleine guerre, ce qui était un voyage totalement spectaculaire et très important dans la volonté de soutenir l'Ukraine dans ce conflit. Et ils se retrouvent là, après avoir eu des périodes un peu compliquées, d'incompréhension. Et donc là, on peut dire que l'entente est, je dirais pas parfaite, mais en tout cas, elle est très forte. Et dans son interview au Figaro, Zelensky a eu cette formule: je crois que Macron a changé en ajoutant cette fois pour de vrai. Donc ça donne le ton, mais il faut rappeler aussi qu'avec le chancelier allemand, ça n'a pas toujours été facile. Zelensky a dit que les relations avec les Allemands avaient été même très difficiles au départ, pour des raisons presque historiques, de conservatisme allemand, c'est la façon dont il en parle. Et puis finalement, les choses se sont arrangées et les Allemands vont fournir des chars Léopard à l'Ukraine. Donc on voit que, en fait, cette guerre est surprenante à tous les égards, mais elle évolue de façon constante et de façon absolument surprenante. Qui aurait pu imaginer il y a un an qu'aujourd'hui, les Occidentaux, les Européens livreraient des missiles stratégiques, des missiles à longue distance, des chars, et peut-être maintenant qu'ils formeraient les pilotes ukrainiens et peut-être des aux avions de chasse. Donc on voit que les choses évoluent très vite, et en tout cas, ce dîner absolument unique en son genre va permettre de resserrer les liens entre les trois chefs d'État. Il y a ce tapis rouge sur lequel Volodymyr Zelensky va marcher dans quelques instants, et on vivra ça ensemble sur BFM TV. Il y a en arrière-fond la guerre Régis-Janté. En effet, Michel Goya disait que Zelensky lui-même parlait d'une situation très difficile sur le terrain. Vous étiez en Ukraine il y a peu. Stéphane Sion y est souvent, et je ne vous confonds pas tous les deux, mais je sais que vous travaillez ensemble. Vous ressentez quoi dans le cœur des Ukrainiens aujourd'hui ? Ce qu'on ressent, c'est effectivement qu'il y a une inquiétude depuis la victoire notamment de Soledar, qui est une victoire à la Pyrrhus en réalité, qui a été remportée notamment par les troupes de Wagner, donc début janvier, où c'est aussi une victoire qui témoigne de la faiblesse de l'armée russe, puisqu'il s'agissait enfin d'apporter un trophée, si je puis dire, au pied du Kremlin. Et donc pour ça, a été un coup dur ? C'était un coup dur, à la fois pour la Russie, puisqu'il a fallu sacrifier sans doute des centaines et des milliers d'hommes pour remporter une victoire toute symbolique pour une ville pas si importante. Et en même temps, on sent que ça a quand même fragilisé l'Ukraine, qui perdait une ville, et c'était la première fois depuis l'été. D'où aussi sans doute de gros sacrifices, peut-être inutiles en réalité du point de vue stratégique côté ukrainien. Donc on sent cette faiblesse, comme le disait Michel Goya. On voit ces retraits, ces défaites, ce territoire grignoté. Je lis d'autres côtés de gens qui sont résolument, les Russes résolument du côté de M. Poutine, mais qui posent des questions, qui a aussi des grosses inquiétudes côté russe, qui ne sont pas dupes parfois de cette mise en scène des victoires. Donc on sent qu'on est dans un moment effectivement de flottement, d'indécision, et c'est pourquoi M. Zelensky sort probablement de Kiev, parce que évidemment, comme l'été dernier d'ailleurs, c'est la technologie de pointe de l'armement occidental qui pourrait aider les Ukrainiens à faire la différence. L'été dernier, c'était la question des armes à longue portée. Cette fois-ci, c'est les tanks complétés. Mon voisin pourra peut-être mieux l'expliquer que moi, mais la question de l'aviation, c'est aussi pour rendre plus efficace la livraison des 300 et probablement plus tanks occidentaux. Oui, à quel point ça peut changer le cours de la guerre. Peut-être que parfois on surestime aussi ce que changeraient les livraisons d'avions qui sont encore très hypothétiques aujourd'hui. Tout à fait, en fait, c'est une question de volume. On l'a dit pour les chars, c'est très vrai également pour les avions. D'après les déclarations, je crois, du ministre de la Défense ukrainien, il parle d'environ une trentaine de pilotes
qui parlent assez bien anglais pour pouvoir être formés. Si on est effectivement sur un volume de l'ordre de 30 personnes, eh bien c'est l'équivalent un petit peu de, on va dire, de 2 unités dans la marine nationale, hein, deux flottilles. Avec ça, vous n'allez pas pouvoir tenir 1300 km de front, ou je ne sais pas, mon colonel, exactement combien il y a de kilomètres actuellement, mais on est à peu près dans ces zones-là. Et l'impact est assez limité. Donc toute la question est de savoir le volume, et du volume dictera l'effet militaire derrière qui pourra être obtenu. Oui. Et si on se pose aussi toutes ces questions aujourd'hui, c'est qu'on voit à quel point la diplomatie n'existe plus. Combien de fois a-t-on tenté de se demander où en étaient les éventuels dialogues? Et d'ailleurs, quand Zelensky critique Emmanuel Macron, c'est parce qu'Emmanuel Macron, un temps, a cru qu'il pouvait être un médiateur. Et aujourd'hui, dans l'interview au Figaro, Volodymyr Zelensky en parle. Hein. Il dit aujourd'hui, la situation est devenue irréversible et je pense que les Russes ont tout fait pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, il est trop tard. Notre peuple n'oubliera jamais. C'est une de ses phrases. Oui, c'est une de ses phrases. Alors après, c'est le genre de phrase qui peut tout à fait s'inscrire dans un processus de préparation de négociation. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ni les Russes ni les Ukrainiens ne sont prêts à négocier puisque chacune des deux parties pense encore qu'elle peut l'emporter. Et on est dans ce moment de flottement qu'on vient de décrire où il est important d'introduire une nouvelle donne pour savoir qui est en capacité de faire plier l'autre et donc pour créer les conditions d'une négociation. Je pense que ce qui était profondément reproché à Emmanuel Macron, c'est pas tant d'entretenir un dialogue diplomatique, puisque ça sert précisément à ça, d'avoir des relations diplomatiques entre pays. Elles ne sont pas rompues entre la France et la Russie, mais c'est de faire savoir quelle était sa finalité, dans quel cadre il entendait négocier, en reprenant des éléments de langage qui étaient purement russes. Donc en faisant entendre qu'on se positionnait sur une ligne similaire à celle de la Russie. Négocier, je pense que c'est encore quelque chose qui est en cours. On sait que les canaux turcs et que certains intermédiaires comme Abramovich, donc un intermédiaire oligarque, continue à pouvoir relancer le processus des négociations. Ça aura lieu un jour. La question, c'est dans quelles conditions précisément et qui sera en position de force. Donc pour le moment, faire entendre aux Russes que l'Ukraine n'est pas du tout prête à négocier, c'est un élément politique très fort à prendre en compte. Il n'y a aucun doute qu'à un moment se dessinera la carte des frontières de l'Ukraine et peut-être par une capitulation totale de la Russie, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de défaite sur un champ de bataille total. Donc ça peut tout à fait passer par une armistice, ça peut passer par un cessez-le-feu, ça peut aussi passer par l'épuisement des deux adversaires. Voilà. Et c'est pour ça que notre armement est tout à fait nécessaire. Et c'est le chef d'état-major américain qui lui-même disait une victoire militaire cette année n'y comptait pas. Hein. Il le dit comme ça. Hein. Il l'a d'ailleurs dit plusieurs fois. C'est pas un propos qui lui a échappé une fois. Bien sûr, mais après c'est mécanique. Hein. Si on regarde la carte et on voit les progrès, par exemple, de l'armée ukrainienne depuis le mois de septembre. Donc, le mois de septembre, il y a quasiment 5 mois pour avancer de ça. À ce rythme-là, les troupes ukrainiennes sont au sud de la Crimée à l'été 2024. Donc oui, on est sur un effort qui est apparemment de très 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 longue durée, de très grande intensité. Et tant que les deux adversaires ont l'espoir d'obtenir de la victoire, tant que les deux adversaires sont optimistes sur leur capacité, tant qu'ils ont du potentiel, que ce soit d'ailleurs l'armement occidental, que ce soit la capacité de mobilisation des forces, eh bien ça continue. On continue à se battre jour après jour. En fait, c'est comme ça qu'évoluent les guerres. C'est jour après jour. Aujourd'hui, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à se battre? Oui, les sacrifices le valent. Et ben on continue. Et on continue aussi jour après jour comme ça. C'est comme ça que les guerres peuvent durer des années et provoquer des centaines de milliers, des millions de morts. Donc on est toujours dans cette configuration. Il y a un bras de fer. Les deux adversaires ont des atouts, ont des capacités à durer, et donc les combats vont durer, effectivement. Tant qu'il y a de l'espoir, on combat. Je vous voyais agiter le doigt, Elisa. C'est parce que vous vouliez parler ou c'était juste une crampe? Non, c'est parce que je voyais que quelque chose se passe sur le tarmac et que peut-être Zelensky va arriver en France. Oui, parce qu'on nous a dit que ça devrait avoir lieu dans 10 minutes à peu près. On sait qu'il va y avoir donc cette prise de parole commune, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Pourquoi Olaf Scholz est-il à Paris ce soir? D'ailleurs, il va arriver dans quelques minutes à l'Élysée. Pourquoi avoir décidé de déplacer Berlin à Paris? Eh bien, parce que Emmanuel Macron a réussi à le convaincre de faire le voyage de Paris
en lui disant qu'il y avait un enjeu politique très fort avant le Conseil européen de demain. Parce que c'est vrai que ce Conseil est très important pour l'Ukraine et il y a besoin d'une unité parfaite entre les Allemands et les Français, alors qu'il y a eu des difficultés au cours des dernières semaines, justement pour se mettre d'accord. Donc c'était très important d'envoyer un message aux Européens. D'abord, le tandem franco-allemand fonctionne bien, en tout cas essaye de bien fonctionner. On voit Emmanuel Macron qui attend Olaf Scholz. Voilà, il va arriver avant Zelensky, effectivement, à l'Elysée. Donc c'était l'importance de réaffirmer qu'il y avait, malgré les difficultés passées, une volonté d'avancer ensemble et de soutenir ensemble l'Ukraine. Donc c'est sur le plan diplomatique, je dirais une réussite de la part du président français Olaf que d'accueillir. Le chancelier allemand arrive dans la cour de l'Elysée, par Emmanuel Macron. Et de le recevoir ensemble. Parce que je rappelais tout à l'heure ce voyage de Kiev qui avait été fait par... Ils étaient déjà ensemble. Voilà. Et donc là aussi, c'était très important de montrer l'unité de 3 pays. À l'époque, il y avait l'Italie aussi, mais surtout la France et l'Allemagne. La France, c'est finalement important en soi, mais l'Allemagne, c'est les chars Léopard, ne l'oublions pas. Alors que la France n'a toujours pas décidé d'envoyer des chars Leclerc. Vous dites que finalement, on vit tellement de moments différents dans cette guerre qu'aujourd'hui, ce sont les Allemands qui... c'est vrai que nous. Après avoir été très long à accepter d'intervenir de façon aussi spectaculaire, parce qu'il le faisait, mais de façon plus discrète, et il y avait un débat au Parlement allemand très, très vif sur le sujet, eh bien les Allemands aujourd'hui ont pris presque la tête du soutien, après la Pologne bien sûr, après la Pologne, mais la tête du soutien à l'Ukraine. Donc le fait de recevoir ensemble Zelensky, ça a une valeur symbolique très forte, et donc c'est sur le plan diplomatique. Mais pour autant, pas d'annonce fracassante ce soir, c'est ce que vous nous dites. On voit mal Emmanuel Macron annoncer l'envoi de Mirage ou de Rafale à Kiev. Non, il va en fait avoir un peu la même ligne. Je dirais que le président Joe Biden aux États-Unis, qui avait dit, quand on lui demande est-ce que vous allez envoyer des F-16, il a dit non. Non, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Le Premier ministre britannique a dit tout à l'heure, les avions, les fameux Typhoon britanniques, peut-être sur le long terme. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'en a pas de disponible. Tout est sur la table. Rien n'est exclu. C'est la formule, finalement, qui veut tout et rien dire. C'est les éléments de langage des dirigeants européens qui ne veulent pas, je dirais, aller trop vite, parce que on se dit aussi que si on fournissait les avions aujourd'hui et que si la guerre continuait, qu'est-ce qu'on fournirait de plus demain? Et donc c'est là où il peut y avoir finalement une vraie escalade dans le soutien militaire, c'est-à-dire que une fois qu'on a eu les missiles, puis les chars, puis les avions, et si l'Ukraine sauf si on dit que ça permet d'arrêter la guerre, Ulysse. Mais malheureusement, l'envoi d'avions ne va pas arrêter la guerre. Mais c'est important de réfléchir au moment où on fait les choses. Est-ce qu'on a été trop lent sur l'envoi des chars ? Ça peut nous engager dans une escalade qui aura peut-être des conséquences. Donc en fait, il faut mesurer à la fois... Vous savez, la position française, elle est assez simple, c'est soutenir absolument l'Ukraine pour empêcher une défaite de l'Ukraine et une victoire de la Russie sans provoquer un conflit international qui déborderait les frontières de l'Ukraine. C'est une ligne de crête très difficile à tenir. Oui, est-on à chaque fois au rendez-vous de l'histoire? Est-ce qu'on n'envoie pas trop tard les chars? Est-ce qu'on ne va pas envoyer trop tard les avions? C'est l'éternelle question, Michel. Mais pourquoi est-on frileux aujourd'hui? On a l'impression qu'on réagit un peu au coup par coup à la demande. Il y a une menace de missiles, on envoie des missiles antiaériens. Voilà. Alors qu'en fait, oui, on aurait pu le faire dès le début. Alors il y a une phase au début de la guerre où en réalité... on n'était pas trop sûr que l'Ukraine allait pouvoir tenir. Il y a plusieurs critères. D'abord, il y avait l'urgence. Donc, on envoyait des équipements légers, rapides, absorbables très vite. Et puis, il y avait toujours un peu cette idée dans le fond, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer, par exemple, des chars de bataille qu'on va forcément perdre puisque l'Ukraine ne pourra pas résister. Et puis on s'est aperçu que l'Ukraine résistait. Et donc là, on a changé de modèle. Et c'est là qu'on a commencé à envoyer des matériels lourds. On a parlé de l'artillerie, on a envoyé 400 pièces d'artillerie qui ont changé la guerre. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas fétichiser trop les équipements non plus. C'est le retournement de situation à l'été, c'est aussi un effort ukrainien de mobilisation, de formation des troupes, d'utilisation, de densification. Enfin, il y a tout un tas de questions d'organisation, de mobilisation qui ont fait renverser le rapport de force et pas simplement l'aide matérielle occidentale. Mais elle a été très importante. L'artillerie a été très importante. Mais on aurait pu, à ce moment-là, à partir du moment où on avait franchi un cap, on a envoyé du matériel lourd, important, et on a envoyé même des équipements qui pouvaient frapper sur le sol russe à ce moment-là. Et on aurait pu, effectivement, imaginer à l'époque d'envoyer aussi des chars de bataille, des véhicules blindés, on aurait pu envoyer tout ça, et ça aurait pu avoir un effet stratégique tout de suite. Mais on était encore très certainement frileux. On était toujours...
il y a un autre élément. Hein. Il y a ce que disait Emmanuel Macron. Hein. Utilité, il ne faut pas se démunir et il ne faut pas escalader. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coefficient escalatoire de l'aide. Et on découvre au fur et à mesure, on teste en fait. On teste un peu les réactions russes. Bon, on s'aperçoit que finalement, ils font pas grand-chose. Et à part verbalement, ils vont dire qu'on va détruire les chars, ils vont tout brûler, etc. Mais dans les fonds, ils ne réagissent pas. Et on reste toujours au stade zéro des deux côtés de l'escalade en réalité. Les Russes pourraient réagir soit de manière souterraine, soit ils nous attaquent, ils font des sabotages, ils attaquent des Français à l'extérieur. C'est ce que faisait l'Iran dans les années 80. Hein. L'Iran attaquait des Français au Liban, organisait des attentats à Paris, etc. Donc on pourrait imaginer des choses comme ça. Ou alors, plus visible, force des démonstrations de force. On lance un missile sur la Pologne ou on fait une opération commando sur la Pologne. Donc là, c'est une sorte d'avertissement, d'ultime avertissement, en disant voilà, là, on a commencé l'escalade. Là, vous êtes allé trop loin et il y a une réponse militaire. Et donc là, on se rapproche effectivement sciemment du seuil de la guerre. Mais ce qu'on constate, c'est que ni dans un cas ni dans l'autre, les Russes, pour l'instant, ne font pas grand-chose. Peut-être qu'ils sont impuissants. Ils ne veulent absolument pas eux-mêmes entrer en guerre contre l'OTAN. Les choses sont claires. Nous non plus. Et finalement, ils réagissent pas. On a vu en tout cas les Ukrainiens mener de plus en plus d'attaques en profondeur. Je vous vois lever le doigt, Régis. Oui, sur sachant que Volodymyr Zelensky arrive dans 4 minutes, donc votre temps de parole est compté. 4 minutes, ça me suffira. Moi, je crois qu'il y a une dimension qui est très importante aussi, qui est effectivement la vision, la perception qu'on a de la Russie, et c'est vraiment historique, qu'on a de la Russie et que la Russie essaie de donner d'elle. Il y a un livre très célèbre de 1993 qui s'appelle « Russie, la puissance pauvre » et qui raconte combien il y a toujours eu, historiquement, en gros depuis 2 siècles, un décalage entre la réalité de la puissance russe, qui est économiquement est pas très impressionnante, c'est la 11e ou 12e économie du monde, très mal organisée, corrompue, etc. Et puis les ambitions politiques, qui s'expliquent en grande partie le positionnement russe sur la scène internationale. Et en fait, ça impressionne beaucoup nos dirigeants. Et les spécialistes de la Russie que nous sommes, on est toujours très étonnés de ça, en fait. Parce qu'on voit que ça marche en réalité. Et pour lire quotidiennement à peu près les experts russes, ceux qu'on appelle les tours du Kremlin, les différents groupes autour du Kremlin, eux-mêmes parfois sont d'une franchise assez étonnante où ils disent mais nous les Russes on est faibles, on le sait bien, c'est pour ça qu'on parle toujours de notre armée, de notre KGB, etc. C'est pour impressionner les autres. Et ça marche effectivement et je crois que ça entre beaucoup en ligne de compte dans la décision des dirigeants français, allemands, américains. Encore aujourd'hui ? Oui, absolument aujourd'hui. Quand M. Macron fait une erreur manifestement politique et parle de l'humiliation de la France où il reprend le vocabulaire de la Poutine, Russie, il ne faut pas humilier la Russie. Oui, c'est ça. Personne n'a humilié la Russie. C'est un sentiment subjectif. Enfin, c'est très simple à comprendre. Donc, il n'y a pas d'humiliation de la Russie. En revanche, on peut politiquement utiliser l'humiliation. C'est ce qu'avait fait Milosevic en Serbie dans les années 1990. C'est ce que fait Poutine parce que c'est comme ça qu'on fédère une population autour de soi. Donc ça, je crois que c'est très important parce que ça impacte profondément la décision politique. Un mot aussi sur un rapport important qui a été rendu la semaine passée par la Rand Corporation, qui est un grand think tank tout près du ministère de la Défense américain. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire et qui montre que là, en revanche, on est sur de la rationalité et qu'on est très prudent effectivement côté occidental et américain, pas du tout jusqu'au boutiste parce qu'on se pose la question, faut-il une guerre longue, pas longue, quels sont les risques pour nous? Donc il y a un vrai calcul de rationalité. Ce rapport de la Rand Corporation dont vous parlez est très important, mais il propose, il suggère qu'il est temps de songer à une négociation pour mettre fin à la guerre. C'est une des hypothèses qui est... c'est l'hypothèse principale et c'est le message du Pentagone d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des armes, des avions, etc. On ne parle plus de négociation. Et ce que dit la Rand, c'est justement il est temps de penser à une négociation, sinon cette guerre pourrait durer très longtemps et peut-être même s'élargir au reste de l'Europe. Et c'est vrai que pour en revenir à ces phrases prononcées par Emmanuel Macron ou par d'autres dirigeants aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils sont tombés dans la rhétorique, dans le piège de la rhétorique poutinienne. On est tous tombés dedans. Quand il agite la menace nucléaire, forcément, on se demande s'il faut le prendre au sérieux à chaque fois. Oui, d'abord, on ne peut pas ne pas le prendre au sérieux parce que nous ne remplirions pas nos missions vis-à-vis des citoyens. Là, je parle au nom des ministres et des militaires. Donc, tout
toutes les personnalités chargées de rendre ces missions pour la nation française sont bien obligées de prendre au sérieux le risque nucléaire dès lors qu'il est énoncé, dès lors qu'on a affaire à une puissance nucléaire. C'est ce qu'est la Russie. Ensuite, il a été sciemment activé par les Russes, donc c'est un argument qui a été jeté dans le débat. On est obligé de le prendre en compte. On s'est quand même rendu compte que du point de vue de la doctrine, c'était pas très solide, et puis surtout que du point de vue des tactiques internationales, la Chine, dont la Russie a vraiment besoin pour soutenir son économie et pour contourner nos sanctions, la Chine serait tout à fait contre. Donc il y a quand même assez peu de chances que cela arrive. Mais on a été victime de cette rhétorique parce que en fait, ça nous convient, ça convient au rêve, au fantasme qu'on a nourri de la Russie. Et très peu de gens parmi les décideurs ont une expérience concrète d'interaction avec l'État russe, une expérience de conduite, de négociation avec des Russes. Donc ceci est très faible. En revanche, on a plutôt envie d'aborder la Russie sous l'angle du danger, de la littérature ou de lieux communs. C'est plus facile. Boris Karlamov, vous êtes en direct d'Orly. L'arrivée est imminente. C'est dans quelques secondes que Volodymyr Zelensky va atterrir. Oui, une arrivée imminente, l'avion Airbus A321 du gouvernement britannique dans lequel voyage le président Volodymyr Zelensky n'a toujours pas atterri ici à l'aéroport d'Orly. C'est une question maintenant de minutes, voire même de secondes. Vous le voyez sur ces images de Médéric Soltani, tout est prêt pour accueillir le président ukrainien. La garde républicaine patiente, elle est en place. Le tapis rouge a été installé. C'est un moment pour le moins historique qu'on s'apprête à vivre ce soir, puisque c'est la toute première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a presque un an, que le président Volodymyr Zelensky vient en France. Deuxième étape de cette mini-tournée européenne pour le président ukrainien. Il était, vous le savez, aujourd'hui au Royaume-Uni. Il a rencontré le Premier ministre et le roi Charles III. Direction donc Paris ce soir et direction l'Elysée pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Il y aura dans le programme une déclaration à la presse. Il y aura également un dîner auquel va participer le chancelier allemand Olaf Scholz. Olaf Scholz qui est déjà arrivé à l'Elysée. Voilà ce que nous informe ce soir notre reporter politique sur place, Mathieu Kouache. Arrivée imminente donc du président Volodymyr Zelensky pour sa toute première fois en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Demain, il sera à Bruxelles pour participer à un sommet européen. Merci beaucoup Boris Karlamov avec Médéric Soltani. Pour faire le point, Ulysse Gosset, sur ce que l'on sait aujourd'hui, il y a eu d'abord la visite au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a eu des annonces faites par Rishi Sunak? On sait que notamment concernant la formation de militaires ukrainiens, la formation de pilotes, il a été plus précis aujourd'hui. Oui, c'est la principale information, au-delà du soutien manifeste réaffirmé très clairement par la Grande-Bretagne, c'est l'annonce de la formation des pilotes ukrainiens en Grande-Bretagne. Vous savez que les Britanniques ont déjà formé presque 10 000 hommes, c'est considérable, et qu'ils veulent en former 20 000 d'ici la fin de l'année. Donc, en augmentant la qualité, entre guillemets, de ceux qui sont formés, c'est-à-dire en passant au stade des pilotes, on envoie un signal. Mais sur les avions eux-mêmes, le Premier ministre britannique est resté très prudent en disant rien n'est exclu, mais sur le long terme. Donc en fait, il décide de ne pas répondre et de prendre son temps. Donc il résiste, si j'ose dire, à la pression de Zelensky, qui néanmoins a tenu à rendre hommage au soutien des Britanniques depuis le début de la guerre. Et le fait que Zelensky soit reçu par le roi, c'est quand même un événement assez considérable. Il a eu cette bête formule au Parlement, devant les parlementaires britanniques, en leur disant « Vous avez la liberté, donnez-nous des ailes pour la conserver. Et donc donnez-nous des ailes, nous en avons besoin, et ce sont des avions ». Ensuite, il est parti. Alors, il y a eu un moment intéressant, c'est qu'il s'est rendu sur une base militaire où justement sont formés les Ukrainiens. Et on a eu cette scène absolument étonnante où on a vu le président Zelensky s'adresser aux militaires ukrainiens en ukrainien sur le sol britannique pour les encourager, et il a été salué par un vivat de ses troupes. Donc c'était une scène assez incroyable avec en arrière-plan un char Challenger britannique. À Paris, le contexte est un petit peu différent. Il s'agit nous-mêmes, nous formons des militaires ukrainiens. Oui, mais beaucoup moins. On en a formé pour les canons César, et c'est très important. On va en former d'autres, 1500 d'ici l'été, a annoncé le ministre Sébastien Lecornu, qui est à Orly en ce moment pour accueillir le président Zelensky. Et on va continuer à le faire avec les Européens. En général, tous les pays européens vont contribuer à la formation des soldats. Donc,
Sur le plan concret, en fait, ce qui restera surtout de cette journée, c'est la force du symbole. Oui. Le symbole du soutien à la Grande-Bretagne, le symbole du duo franco-allemand à l'Élysée pour accueillir Zelensky et peut-être, on verra, peut-être l'annonce justement au cours ou après ce dîner de l'envoi de militaires français pour former les Ukrainiens. On s'interroge notamment... toujours sur cette livraison d'avions. Qu'est-ce qu'on sait de l'espace aérien ukrainien aujourd'hui ? C'est très difficile de nous le dire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans un premier temps, il y a eu des livraisons de systèmes solaires qui ont d'une certaine manière interdit aux Russes le survol de l'espace aérien ukrainien sans s'exposer à des fortes pertes. Ils en ont de temps en temps. On voit qu'il y a des avions qui essayent de se rapprocher un peu de la ligne de front ou de rentrer un peu en profondeur. Mais à chaque fois qu'ils font ça, il y a une telle densité de systèmes solaires que c'est au prix de pertes. À partir de là, les Russes ont décidé de changer de tactique. Ils ont appris de leur erreur. Ils ont décidé de se reculer un petit peu en dehors des volumes d'engagement des systèmes utilisés en Ukraine. Et à partir de là, depuis leur territoire, ils font leur frappe en profondeur ou alors ils essayent, grâce à leur missile RR, d'interdire l'accès au front aux avions d'attaque au sol, de soutien pour les troupes au sol ukrainiens. Donc il y a eu ce petit changement. C'est pour ça qu'au début de la guerre, il y avait beaucoup de pertes aériennes et c'est pour ça que maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Et comment vous expliquez justement que le paramètre aérien de cette guerre n'est pas si important aujourd'hui ? Alors, je pense qu'on a tous eu, moi le premier, une vision assez occidentale de l'utilisation de l'arme aérienne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, les Russes auraient engagé environ 350 avions de combat, là où sur une opération, pour vous donner une idée, par exemple, l'invasion de l'Irak, les Américains vont arriver avec 2000 avions. Donc forcément, le rapport est pas du tout le même. La volonté n'est pas du tout le même. Ça vient de stratégies d'emploi de l'arme aérienne qui sont différentes, mais je pense que là on voit bien que la technique plutôt occidentale ou américaine du on choque et effroi, on rentre de manière très offensive initialement, eh bien permet derrière à l'armée de prendre un avantage assez rapidement, et là ils n'ont pas eu cet avantage, ils n'ont pas pu maximiser l'arme aérienne. On voit le ministre des Armées Sébastien Lecornu à la droite de l'image. Quelles sont les dernières livraisons que nous avons faites aux Ukrainiens ? Alors on livre beaucoup de choses en réalité. Alors si on veut comparer, on va parler de l'Allemagne, il ne faut pas jeter la pierre à l'Allemagne. L'Allemagne a livré en termes d'équipement militaire à peu près 4 fois ce qu'a livré la France. Et les Britanniques ont livré 8 fois ce qu'a livré la France. Parmi les derniers équipements que l'on a fournis, on a fourni tout dernier, c'est des missiles antiaériens, c'est des solaires moyenne portée, ce qu'on appelle les Mamba, qui sont très efficaces, qui sont très performants à moyenne portée, et donc qui vont contribuer à la défense de l'Ukraine, à la défense des villes, en particulier contre les attaques de missiles, dont on parle beaucoup moins d'ailleurs au passage, oui. Ce qui montre bien que cette campagne est peut-être en train de s'essouffler du côté russe, qu'on commence à atteindre un peu les limites, et dans tous les cas de figure, comme on l'avait annoncé, cette campagne n'a pas donné de véritables résultats stratégiques. Donc on a fourni des systèmes antiaériens très efficaces, on a fourni des AMX-10 RC, des engins blindés de reconnaissance, on a fourni également d'autres véhicules blindés essentiels, on est en train de fournir des obus, ça aussi c'est quelque chose d'essentiel. Il y a un accord avec l'Australie notamment pour pouvoir produire plus d'obus. Actuellement, la France produit l'obus, c'est le nerf de la guerre dans cette guerre, l'obus d'artillerie. On en produit à peu près entre 6 000 et 9 000 par an en France. C'est ce que consomment les Ukrainiens chaque jour. D'accord. Pour donner l'ordre de grandeur de ce qui est des besoins. Donc on se focalise sur les grands équipements, mais en réalité, ce dont les Ukrainiens ont besoin en priorité, c'est d'obus, c'est de carburant, c'est de choses qui leur permettent de combattre avec ce qu'ils ont déjà sur place. Donc on a fourni beaucoup de matériel, plutôt de bonne qualité. On a fourni des missiles Crotale, anti-aériens également, mais on a refourni à nouveau d'ailleurs des canons César, très efficace. Donc on fournit des matériels de bonne qualité. Voilà, c'est important, c'est significatif, mais ça représente, pour l'instant, on représente 2% de la valeur totale de l'aide militaire à l'Ukraine. Donc il y a un problème contestablement, qui est aussi un problème de stock. Si les Britanniques fournissent autant de matériel, par exemple, c'est qu'ils ont réduit considérablement leur armée.
Donc eux, ils ont déjà éliminé un certain nombre de capacités, donc du coup, ils ont des stocks. Tous les équipements des unités qu'ils ont dissoutes, ils peuvent les envoyer en Ukraine. Nous, on l'a pas fait. On l'a fait il y a longtemps, mais pour l'instant, on le fait plus. Donc on conserve quelques capacités, mais on a très peu de stocks. Et donc ce qu'on envoie, ce sont des matériels qui sont déclassés. Soit on prend dans nos forces vives, comme les canons César, soit on prend des équipements qu'on est en train de remplacer. Est-ce qu'il peut y avoir des choses aussi qu'on livre sans le faire savoir ? Peut-être. Alors on a été très discret au début. Là aussi, on était peut-être ceux qui revendiquaient le moins l'aide qu'ils fournissaient à l'Ukraine. Il y a peut-être des choses, oui, effectivement, qu'on fournit. Je vois pas trop des matériels peut-être très sensibles, les systèmes des radars de défense aérienne peut-être, ou des choses vraiment sensibles. Mais peut-être qu'il y a aussi le renseignement. Oui, le renseignement, bien sûr. Alors, il faut être clair, ce sont surtout les Américains qui fournissent du renseignement. Mais on aurait pu fournir, rien n'empêchait de faire comme les Britanniques, de fournir de la formation. Les Britanniques fournissent de la formation aux Ukrainiens depuis 2015, en réalité. L'opération Orbital, ils ont formé, avant la guerre, ils ont formé 22 000 soldats ukrainiens. Et là, ils ont poursuivi, en fait, cette opération avec le début de la guerre. Mais qu'est-ce qui nous empêchait, nous, Français, de faire la même chose ? Voilà. Alors, autant on peut dire, voilà, on a des problèmes de stock, des problèmes matériels, mais on se targue de faire de la formation partout. On a des pilotes, a priori, qui peuvent faire les formations. On peut faire de la formation de pilotes, bien sûr. Ouais. Mais voilà, pourquoi on ne l'a pas fait, ça reste un mystère. Et je vois que ça s'agite sur le tarmac. On attend toujours l'avion de Volodymyr Zelensky. Est-ce lui ? J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie d'y croire. Parce qu'il était, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on l'attend. Qui a en effet un indice visuel. Je ne sais pas si vous êtes sur place, Boris Karlamov. On sait en tout cas que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, va accueillir Volodymyr Zelensky dans un instant. On a vu le tapis rouge dérouler sur le tarmac, la garde républicaine qui est là. On est prêt, Ulysse Gosset, on est prêt à accueillir Volodymyr Zelensky à Paris. C'est sa première visite. Il est allé aux États-Unis, il était aujourd'hui au Royaume-Uni. Ce soir, il est à Paris. Et c'est la première fois qu'il vient à Paris depuis la guerre dans un avion britannique de la Royal Air Force. C'est un avion officiel des autorités britanniques, mais ce n'est pas un avion militaire. Je dis cela parce qu'il est arrivé en Grande-Bretagne à bord d'un avion militaire de la Royal Air Force. Et là, c'est un avion, c'est un Airbus, mais c'est un avion civil de la Grande-Bretagne qui a été généreusement prêté par les Anglais pour qu'il arrive à Paris. Alors c'est important, effectivement, dans les symboles, de le voir ici parce que effectivement, c'est quand même un président en temps de guerre. Et le fait qu'il puisse quitter Kiev, qu'il puisse sortir de Kiev, alors que son pays est menacé par cette offensive russe qui est annoncée, c'est à la fois une preuve de force et de courage, parce que personne ne sait ce qui peut se passer pendant ce temps-là à Kiev. Et c'est en tout cas la volonté de venir directement s'adresser non seulement aux chefs d'État européens, mais aussi aux opinions publiques qui sont vraiment préoccupées par l'avenir de cette guerre, par l'inflation, par la hausse des prix du pétrole, du gaz. On voit la réaction des Français aujourd'hui qui sont touchés directement par l'impact et les conséquences de la guerre. Et donc c'est aussi cela, cette visite en France. C'est pas simplement le fait de parler avec Macron et Scholz de ce que peuvent faire les États pour soutenir en matière d'armement, de munitions, etc. C'est aussi la volonté de rappeler aux opinions publiques qu'il y a une guerre à 1h30 de Paris, après une invasion russe qui date maintenant de près d'1 an. Et cette visite n'intervient évidemment pas par hasard, puisqu'elle a lieu quasiment au moment de l'anniversaire de la guerre, le 24 février prochain. Donc c'est cette volonté, avant de... je dirais pas de célébrer cet anniversaire, mais en tout cas de nous rappeler ce qui se passe depuis 1 an, c'est la volonté d'être présent physiquement pour dire aux Français comme aux Britanniques et aux Allemands et à tous les Européens, cette guerre ne peut pas continuer, il faut nous aider à résister et à faire face à la Russie. En tout cas, il faut à tout prix éviter une défaite de l'Ukraine, qui est évidemment sur le plan militaire et sur le plan humain tragique. Les conséquences sont là. L'Ukraine est détruite méthodiquement depuis 1 an par les Russes, par les bombardements. Il y a des victimes civiles et militaires. Vous savez que les chiffres ne sont pas officiels, mais on parle maintenant de près de 100 000 morts côté russe et de plusieurs dizaines de milliers de morts du côté ukrainien, civils et militaires. Il y a les conséquences donc de cette guerre sur le plan humain, mais il y a aussi les conséquences sur le plan stratégique, car après tout, la Russie a violé les frontières de l'Ukraine, reconnues par les Nations Unies, et le fait de l'accepter serait un terrible aveu d'échec, à la fois pour les Européens et les Occidentaux. On sait qu'il
l'accompagne aujourd'hui? Alors oui, ce sont ses principaux conseillers qui sont là avec lui. Il n'est pas accompagné du ministre de la Défense qui était à Paris il y a quelques jours, mais c'est son équipe rapprochée, hein, c'est ses principaux conseillers qui sont là et qui l'aident à préparer ses discours. Cet après-midi, les principaux conseillers étaient en train de préparer son allocution, celle qu'il va tenir tout à l'heure à Paris. On va suivre dans quelques minutes sur BFM TV, puisque Volodymyr Zelensky va ensuite prendre la direction de l'Elysée. Il sera accueilli par Emmanuel Macron. On a vu le chancelier allemand arriver tout à l'heure à l'Elysée. Ils vont s'exprimer ensemble. Il y aura une conférence commune et puis ensuite ils dîneront tous les trois. Et l'autre séquence, ce sera demain, séquence très importante à Bruxelles, sommet européen. Boris Karlamov, on vous retrouve en direct d'Orly. C'est le ministre des Armées qui va accueillir Volodymyr Zelensky. Effectivement, Sébastien Lecornu qui est déjà sur le perron de ce pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Il est accompagné de Vadim Omelchenko, l'ambassadeur ukrainien en France. Le tapis rouge est installé, la garde républicaine est en place et l'avion du président ukrainien Volodymyr Zelensky est stationné à quelques mètres de nous. Les escaliers sont en train d'être installés contre la carlingue de l'avion. Dans quelques minutes, le président ukrainien va donc fouler le sol français et ce pour la toute première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. C'était le 24 février dernier et Sébastien Lecornu, vous le voyez sur ces images, est en train de descendre ces escaliers du pavillon d'honneur. Vadim Omelchenko, le président ukrainien en France, l'accompagne également. Il progresse doucement vers cet A321 du gouvernement britannique dans lequel a voyagé le président Volodymyr Zelensky. Il y a un important dispositif de sécurité, vous le voyez peut-être sur ces images. Il y a des gendarmes du transport aérien qui sont postés à quelques mètres de l'avion, lourdement armés, et ils sont en train de protéger cet avion gouvernemental donc dans lequel a voyagé le président Volodymyr Zelensky. Sortie imminente, on attend de voir, Aurélie, dans quelques instants la porte s'ouvrir et le président Volodymyr Zelensky descendre les marches et être accueilli donc par Sébastien Lecornu. Il prendra ensuite la direction du palais de l'Elysée pour un dîner avec Emmanuel Macron. Il y aura également le chancelier allemand Olaf Scholz qui participera à ce dîner. Il y aura également une déclaration à la presse et donc sortie imminente du président ukrainien ici à l'aéroport d'Orly. Il faut expliquer aussi, Pierre-Henri, les conditions dantesques de sécurité aujourd'hui pour Volodymyr Zelensky. Tout à fait. Donc là, c'est pas par hasard si c'est un avion britannique qui est venu le récupérer en Ukraine et maintenant qui l'amène en France. Ça permet d'éviter tout simplement que son avion soit pris pour cible par la chasse russe, qui aurait très bien possibilité à sortir du territoire, à passer par le nord, à faire des choses, à tenter des choses. Si c'est un avion ukrainien, on pourrait voir la guerre au-delà des frontières ukrainiennes. Donc ce n'est pas pour rien si, je crois qu'à la dernière fois aux États-Unis, c'était un avion américain. Et là, c'est un avion britannique. Ça permet de le protéger. Oui, parce que ça peut en effet surprendre, étant donné toutes les menaces qu'il y a pour sa sécurité, toutes les menaces pour sa vie aujourd'hui, de se dire qu'il arrive quand même à faire encore une fois un voyage à l'étranger aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il est plus en sécurité ici qu'en Ukraine, au bout du compte. Il est assuré par la sécurité propre des services ukrainiens et qui l'accompagnent et des services français ou britanniques auparavant, bien sûr, qui sont bien rodés à ce genre d'exercice. Et puis, il est protégé d'une certaine façon par la diplomatie. C'est-à-dire qu'on imagine mal la Russie attaquer directement un président étranger, même ennemi, sur le sol français, quoi. Là, pour le coup, ce serait un camouflet, ce serait un véritable acte de guerre, quoi. Donc oui, il est... mais ça arrive dans les moments de stress, d'émotion sur les escaliers. Voilà. Donc en fait, oui, il est quand même en sécurité, malgré tout. Mais on peut jamais rien exclure, effectivement. Il y a eu d'autres... le risque principal étant sans doute d'ailleurs l'accident, plus que peut-être l'attentat ou... Et nous allons donc vivre le moment où Volodymyr Zelensky sort de cet avion. C'est toujours riche en symboles, puisque nous allons le voir pour la première fois sur le sol français depuis le début de cette guerre. Ulysse Gosset, vous le disiez, le moment est important, puisque ça fait presque un an que la guerre a commencé maintenant en Ukraine. Voilà. Nous voyons Volodymyr Zelensky qui salue l'équipage qui va descendre de cet avion pour ensuite rejoindre Emmanuel Macron. Certes, il va serrer la main du ministre des Armées. Nous attendons surtout la suite de cette séquence. Oui, mais l'accueil par le ministre des Armées en soi est important, parce que ça nous rappelle quand même qu'on est dans une situation de guerre aux frontières de l'Europe, de l'Union européenne,
et Sébastien Lecornu est allé à Kiev, et c'est avec lui et avec le ministre de la Défense ukrainien que se sont préparées finalement les différentes phases de fourniture d'armes. Et la France, c'est vrai, en termes de quantité, livre moins d'armes que d'autres pays, que les Allemands et les Britanniques. Mais ce qu'apprécient les Ukrainiens, c'est que la France s'engage et elle tient ses engagements, et que jusqu'à présent, il y a eu finalement une certaine satisfaction dans les relations bilatérales, parce que les engagements qui ont été pris ont été tenus. Alors, il y a eu aussi une nouvelle dimension dans cette guerre, c'est-à-dire que finalement l'engagement de la France a pris une nouvelle dimension lorsque finalement il a été clairement compris qu'il n'y avait pas d'autre issue que de gagner cette guerre, et que donc il fallait absolument donner à l'Ukraine les moyens de ne pas perdre la guerre, sans pour autant déclencher un conflit encore plus important aux frontières de l'Europe. D'ailleurs, on ne va pas simplement parler des armes à l'Élysée ce soir. On va aussi parler, c'est important, avec Scholz, de l'avenir. C'est-à-dire, que peut-il se passer ? Est-ce que Volodymyr Zelensky, celui que nous voyons là sur le sol français ce soir, cette image, que dit-elle ? Est-ce qu'on peut le dire, Volodymyr Zelensky, l'Européen, est parmi nous ? En fait, c'est le rêve ukrainien de l'équipe dirigeante aujourd'hui au pouvoir en Ukraine, c'est d'adhérer à l'Union européenne, de faire partie de l'Europe. D'ailleurs, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a dit Zelensky et les Ukrainiens appartiennent à l'Europe, même si formellement ils ne le sont pas, et si la négociation d'entrée dans l'Union européenne prend au minimum 3, 4 ou 5 ans. Alors il y a une forme d'accélération ces derniers mois, mais en réalité ça va prendre du temps. Mais dans la symbolique, le soutien des Européens indique que tout est fait pour que l'Ukraine appartienne à l'Europe, et en tout cas qu'elle ne soit pas soumise à la Russie. Oui, donc un pas peut-être vers l'Europe, un pas peut-être vers l'OTAN. On imagine forcément que toutes les déclarations, les moindres gestes seront aussitôt commentés par les Russes. Oui, évidemment, avec toujours cette idée des Russes d'être très, très attentifs à l'armement qui sera livré, qui ne leur fait évidemment pas plaisir et qui savent très bien que ça met en danger leur position sur le front ukrainien, et qui vont essayer de travailler nos opinions pour ce faire. Je crois que c'est un Zelensky, avant d'être Zelensky l'Européen, c'est un Zelensky chef de guerre, chef d'un pays en guerre. Il vient en habit kaki à Paris, certes pour défendre les valeurs européennes que le pays est en train de partager de plus en plus, mois après mois, notamment depuis le début de la guerre en 2014, mais c'est d'abord quelqu'un qui vient en responsable politique de son pays pour une guerre juste, considérée comme juste en Occident du point de vue ukrainien, et qui vient fort de cette légitimité, si je puis dire, pour chercher des armes notamment. Oui, on le voit donc accompagné de Sébastien Lecornu qui a traversé le tarmac. Il s'agit quand même d'aller vite, puisqu'il a rendez-vous avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz à l'Élysée. Il y aura une prise de parole commune, évidemment, que nous suivrons en direct sur BFM TV, suivie d'un dîner. C'est dans cet ordre que ça devrait se faire. Je vois en même temps que nous parlons et que nous commentons ces images, Moscou qui réagit d'ores et déjà aux propos de Rishi Sunak. On en parlait tout à l'heure, le Premier ministre britannique qui ne ferme pas la porte à la livraison d'avions en Ukraine. Voici ce que dit l'ambassade russe en Grande-Bretagne. Je voudrais rappeler aux responsables à Londres, dans un tel scénario, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience, ainsi que les conséquences militaires et politiques pour le contingent européen et le monde entier. Les Russes sont en train de nous parler. Oui, les Russes sont en train de nous parler, comme ils l'ont fait à chaque nouvelle étape de notre engagement aux côtés de l'Ukraine. Il est très important pour eux de rappeler que, d'une part, nous risquons beaucoup, nous risquons pour notre sécurité, nous risquons pour notre confort de vie, et puis aussi de nous mettre face à une espèce de dilemme humanitaire. Plus nous armons les Ukrainiens, plus nous prolongerions cette guerre et leur souffrance. Voilà, je pense que l'année qui s'est écoulée nous permet de juger de la valeur de ces déclarations et des actions qui sont mises en œuvre juste derrière. On ne peut pas imaginer un ambassadeur rester silencieux face à un tel camouflet. Ça fait partie de la diplomatie. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se traduire concrètement sur le terrain. Il y a beaucoup plus de chances qu'on voit des tirs à nouveau sur des infrastructures ukrainiennes. Ça a été généralement ce type de réponse qu'on a vu, plutôt que des déferlantes de feu sur Paris, Londres, etc. La suite se passera donc à l'Élysée. Boris Karlamov, Volodymyr Zelensky quitte l'aéroport d'Orly sous bonne escorte.
Oui, sous bonne escorte, vous avez pu lire en direct sur BFM TV le président ukrainien, qui vient tout juste de quitter ce pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Il a atterri ici il y a donc quelques minutes, accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, ainsi que l'ambassadeur ukrainien en France Vadim Omelchenko. Direction donc, vous l'avez dit, le palais de l'Élysée pour être accueilli par le président Emmanuel Macron. Il y aura une déclaration à la presse suivie d'un dîner auquel va participer le chancelier allemand Olaf Scholz, qui lui est déjà à l'Élysée. C'est la toute première fois que le président Zelensky foule le territoire français depuis le début de la guerre. Il y a bientôt un an, c'était le 24 février dernier. Donc direction le palais de l'Élysée pour une visite express, deuxième étape dans cette tournée européenne. Il prendra ensuite la direction de Bruxelles pour le sommet européen demain.